où la firme Schneider mène jour et nuit la bataille de l'acier pour produire toujours plus de canons et d'obus. Au début de la guerre, l'industrie ne pouvait pas fournir plus de 15 000 obus par jour à l'armée. En 1918, elle en produit plus de 100 000. Avec près de 2 millions d'obus en stock en 1914, l'armée pensait qu'elle était parée pour toute la durée de la guerre. En 1918, l'équivalent de ce stock est utilisé en une semaine de combat seulement. Aussi, pour répondre aux besoins de la défense nationale, tout le monde s'y met. Citroën, qui reconvertit ses chaînes de montage d'automobiles pour produire des obus, Renault, qui construit des chars légers, et même l'orfèvre Christoffel, qui produit des balles. La guerre s'est industrialisée, mais l'industrie s'est militarisée. L'industrialisation de la guerre absorbe les ressources, mais nécessite aussi la mobilisation des bras. Où trouver une main-d'œuvre abondante alors même que 8 millions d'hommes ont quitté le travail pour rejoindre les tranchées? Une partie des ouvriers qualifiés, des métallos par exemple, sont bien ramenés du front, mais cela ne suffit pas. Il faut recourir à ceux trop jeunes ou trop vieux pour être mobilisés, aux ouvriers étrangers, espagnols par exemple, ainsi qu'à la main-d'œuvre coloniale d'Afrique du Nord principalement, mais aussi de Madagascar et d'Indochine. Il reste enfin à puiser dans l'important réservoir du travail féminin. Dès le 7 août 1914, le président du Conseil... Dès l'entrée en guerre, les immigrés s'engagent comme volontaires dans l'armée française. Près de 43 000 hommes originaires de 52 pays sont mobilisés dans un régiment de marche de la Légion étrangère. 3 000 volontaires italiens forment à part un bataillon de garibaldiens. Dans les tranchées, combattent aussi les soldats des armées alliées, britanniques et canadiens, belges, russes, portugais, italiens, américains, polonais et tchèques qui préfigurent l'indépendance de leur pays. Très vite, la France et le Royaume-Uni font appel à leurs troupes coloniales. 172 000 Algériens, soumis à la conscription depuis 1912, rejoignent les rangs de l'armée française. 160 000 tirailleurs sénégalais sont aussi recrutés dans toute l'Afrique noire française et renforcés par des troupes venues d'Indochine, du Maroc, de Tunisie et de Madagascar. Le gouvernement français valorise largement ces troupes indigènes, notamment ceux que l'on appelle la Force Noire. Les Français découvrent alors concrètement l'étendue de leur empire et les soldats coloniaux sont confrontés, pour la première fois, aux réalités de la métropole. Mais dans les colonies, les recrutements, d'abord volontaires, se font vite sous la contrainte. Ils provoquent partout des tensions et parfois des soulèvements, comme en Algérie ou en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Dès août 1914, la mère patrie fait appel à tous ses fils pour lutter contre l'Allemagne. Des contingents de tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, de tirailleurs sénégalais, malgaches et indochinois débarquent ainsi en France. Au total, 800 000 coloniaux sont recrutés pour devenir ouvriers dans les usines de guerre, ou sont engagés dans l'armée pour la durée du conflit. Les produits de l'Empire, le caoutchouc, le fer, le blé, le riz sont sollicités avec la même insistance de 1914 à 1918. Si les Indochinois sont rarement envoyés à l'assaut, un préjugé colonial les considérant comme de constitution peu robuste, les tirailleurs nord-africains sont vantés pour leur courage, et plus encore les 134 000 tirailleurs sénégalais qui fascinent les Français. Considérés comme de grands enfants, à l'image du tirailleur riant de toutes ses dents de la publicité Banania, les Sénégalais sont redoutés par les Allemands qui dénoncent leur soi-disant sauvagerie, leur bestialité, et qui refusent de les considérer comme des hommes, mais plutôt comme des brutes animés par l'instinct de tuer. Une légende tenace veut que les Français les aient employés dans les coups durs pour épargner le sang blanc, mais en réalité, il n'y eut pas plus de pertes en première ligne chez les Noirs que chez les Blancs. Tous les Français, citoyens ou sujets coloniaux, ont servi de chair à canon. 30 000 Sénégalais ne reviendront pas de la guerre, morts au front ou décédés de maladie malgré les camps d'hivernage sur la Côte d'Azur. Pour les inciter à s'engager dans l'armée, car les coloniaux ne sont pas citoyens et donc épargnés par la mobilisation, on leur a promis de leur donner la citoyenneté, les droits politiques,
le droit de vote. La France ne tiendra pas sa promesse. Avec l'entrée en guerre du Royaume-Uni, l'important réservoir du travail féminin. Dès le 7 août 1914, le président du Conseil René Viviani a appelé les femmes de France à remplacer les hommes partis à la guerre. Appelées obusettes ou munitionnettes, ces ouvrières des usines d'armement sont 400 000 en 1918, soit un tiers des effectifs. Si la fabrication de filets de camouflage n'est pas l'activité la plus difficile, en revanche, les cartouchières sont plus à plaindre. Manipulant 2000 obus de 7 kg par jour, elles ont soulevé 14 tonnes à la fin de la journée. Pire encore, les femmes travaillant dans les poudreries au contact de l'acide picrique deviennent jaunes en l'espace de quelques jours. On les appelle les canaris. Le travail est certes bien payé, bien mieux que celui des ouvrières à domicile ou des couturières, mais il est harassant. 12 à 14 heures par jour ou par nuit, car l'usine ne ferme jamais. Et un repos hebdomadaire aléatoire parce que la défense du pays n'attend pas et que les poilus ne connaissent pas de dimanche. Cela vaut bien un hommage du général Joffre. Si les femmes qui travaillent dans les usines de guerre s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. Bien entendu, on ne présente aux Français que des femmes joyeuses et décontractées. Ces images signifient que le moral des ouvrières est en acier, exactement comme celui de leurs hommes aux tranchées. Elles montrent aussi que l'usine de guerre est un endroit sympathique où l'on travaille, mais où l'on s'amuse aussi. La réalité est tout autre. Cadences infernales, contremaîtres plus entreprenants depuis que les maris sont au front, discipline militaire, épuisement, il n'y a pas de quoi rire. Sans le savoir, ces remplaçantes qui occupent des places sociales jusque-là réservées aux hommes sont en train d'initier une révolution. Portant des salopettes, parce que la robe n'est pas pratique dans l'usine, alors que le port du pantalon pour une femme est un délit avant 1914, conduisant des tramways comme autrefois les hommes, les femmes avancent sur le terrain de l'égalité des sexes. Personne n'y trouve à y redire puisque ces concessions sont censées être provisoires et qu'elles servent l'effort de guerre. Mais c'est illusion que de croire que l'on pourra revenir à la situation d'avant-guerre à l'heure de la victoire. Rien ne sera plus jamais comme avant. Parmi les troupes américaines, on compte 2 régiments noirs soumis aux règles ségrégationnistes des États-Unis. Les Noirs n'étant pas considérés comme de bons soldats, ils sont maintenus à l'arrière des lignes et la discipline est plus sévère pour eux que pour les Blancs. Pas question qu'ils sortent en ville et qu'ils se fassent inviter à boire un verre par un Français ou entament la conversation avec une Française. Chacun à sa place. Les Français, familiers des tirailleurs sénégalais, ne comprennent pas la ségrégation et saluent les soldats noirs américains. Les femmes les embrassent, leur donnent des fleurs, à la grande fureur du commandement américain qui demande officiellement en août 1918 à ce que cesse cette situation. Sans succès. La France, qui vante la fraternité coloniale, ne se pliera pas aux demandes américaines et les soldats noirs revenus aux États-Unis garderont de ce pays une image admirative. Le paternalisme des Français n'avait, il est vrai, rien à voir avec la rude ségrégation américaine. Après la guerre, pour reconstruire le pays et redresser son économie, la France a besoin de main-d'œuvre. La Grande Guerre a amorcé l'immigration coloniale. Les bataillons d'Afrique du Nord se sont battus pour la France, les Tonkinois et les tirailleurs sénégalais aussi. D'autres ont été enrôlés dans les usines pour fabriquer les obus. L'usine de Renault-Billancourt accueille ces travailleurs exceptionnels qui viennent partager les ateliers avec les femmes. Lorsque la France fête sa victoire, ces immigrés sont absents du grand défilé en l'honneur de l'armistice. En remerciement tout de même, la mosquée de Paris est construite. Parmi ceux qui ont appris le chemin de la France pendant la guerre, certains restent. Des Chinois, par exemple, s'implantent dans la capitale comme en témoigne l'apparition de ces restaurants exotiques. Mais leur communauté est alors très peu nombreuse.
En 1921, 5% de la population de la région parisienne est composée d'immigrés, environ 300 000 personnes.